Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction la Guinée. Le chef du gouvernement retire aux ministres les documents de voyage. Les ministres guinéens sont privés donc de leur passeport depuis ce lundi, du moins ce lundi 23 octobre. Le Premier ministre a annoncé que les documents de voyage diplomatiques et de service des membres du gouvernement leur seront retirés. Pour la primature, cette mesure s'inscrit dans la refondation de l'État visant à améliorer les qualités des services publics. Le Premier ministre indique vouloir améliorer les formalités administratives concernant les voyages professionnels. Il a instruit le secrétaire général donc, de son gouvernement à récupérer les passeports puis à travailler à la réorganisation des services d'octroi des futurs ordres de mission, mais aussi de revoir plutôt les formalités d'obtention de visa de l'accueil à l'aéroport lorsque les ministres partent en voyage officiel quelques heures ou du moins quelques jours avant cette annonce officielle. Le week-end, un média gabonais annonçait déjà que le chef de l'État gabonais, du moins le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, était agacé par les voyages fréquents des ministres ces derniers temps, tant au niveau national pour des cérémonies qu'au niveau international, alors que le pays essaie de mettre les moyens financiers en œuvre pour pouvoir organiser les prochaines élections qui doivent mettre fin à la transition. Ce reste la raison officielle, la raison officieuse pour laquelle ces passeports seraient retirés aux ministres. On ne le sait pas, mais la version officielle dit que c'est pour réorganiser les services d'État, quoi qu'on en dise. Les ministres gabonais, qu'est-ce que je dis? Les ministres guinéens se voient retirer leur passeport. Nous sommes en Guinée, Guinée-Conakry, Samir. Non, moi je pense que c'est un événement qui n'augure pas véritablement de bonnes choses pour l'avenir, pour ce pays-là. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'organisation architecturale de nos institutions, des ministères, des institutions de la République et tout ça là, mais tout est fait que quand un ministre veut se déplacer, il faudrait que le Premier ministre soit au courant de son déplacement. Donc les différents ordres de mission qui sont livrés qui sont donnés donc à ces ministres-là, à ces présidents des institutions, à ces directeurs donc de services et tout ça là, est organisé. C'est-à-dire que quand vous prenez un ministère par exemple, et vous savez que nos pays héritent donc héritent de la tradition française. Donc tout ce que nous faisons est d'inspiration française. Donc c'est le droit français. Nous sommes inspirés du droit français. Quand on voit la constitution de la République de Guinée, quand on voit les différentes lois qui sont adoptées, quand on voit l'organigramme ou le texte qui organise, qui est relatif donc à l'organigramme au fonctionnement des ministères, et quand on voit les lois organiques qui mettent en place les institutions, tout est clair là-dessus. On sait quelle est comment l'appelle-t-on, l'autorité compétente ou l'autorité habilitée à délivrer un ordre de mission à une personne quelconque par rapport à une mission, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. On sait que si un ministre doit se déplacer de la capitale, puisque la plupart de nos ministères sont basés au niveau de nos capitales, on sait qu'un ministre doit se déplacer, mais il doit avoir l'autorisation du Premier ministre ou des services du Premier ministre, puisque la plupart, quand on prend un peu la plupart de nos États, le secrétariat général du gouvernement est rattaché donc à la primature. Donc il doit avoir l'autorisation express, donc un ordre de mission qui le permet de se déplacer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand on prend un peu le fonctionnement de nos budgets, chaque ministère, par exemple, nous sommes en train d'aller en décembre. Bientôt, les pays vont enclencher l'adoption du budget pour l'année 2024. Donc, chaque ministère va à l'Assemblée nationale et défend son budget. Et dans ce budget-là, nous avons des dépenses qui sont dévolues donc aux missions de ce ministère-là. Par rapport à certaines directions stratégiques des ministères, il y a également des fonds appropriés. Parce que si vous ne prévoyez pas des missions et que vous savez que dans l'administration, c'est quand tu effectues la mission qu'après tu introduis la demande pour être payé. Donc pas le trésor public qui va pouvoir traiter ton dossier. Donc si au niveau de votre budget, vous n'avez pas une ligne qui est consacrée donc aux missions, mais
il sera impossible pour le trésor public de pouvoir décaisser l'argent de vous permettre de voyager. Donc, c'est la même chose. Il y a au niveau des ministères, des services qui sont chargés, par exemple, de payer les billets d'avion des autorités qui voyagent à l'extérieur, de réserver les hôtels, tout ça là. Mais si vous n'avez pas prévu cela dans votre budget, il va être compliqué pour vous de pouvoir voyager, tout ça là. Ça, c'est le deuxième aspect. Maintenant que le président vient donner un ordre pour qu'on puisse revoir un peu le train de vie de l'État, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ce qui se faisait... Officiellement, c'est le Premier ministre qui veut contrôler la situation. Mais il a donné l'injonction au Premier ministre de pouvoir gérer et de pouvoir régler ce problème-là le plus tôt possible. Mais vous savez que le Premier ministre est aux ordres du président de la République. Le Premier ministre ne peut pas sortir comme ça de son propre gré pour pouvoir entreprendre une initiative, une action quelconque. Donc, si le président de la transition dit que, bon, par rapport à notre train de vie, par rapport au train de vie de l'administration, nous pouvons faire des bénéfices, là, je suis d'accord avec lui que les différentes administrations, les ministères, les institutions de la République, les différentes directions étatiques doivent pouvoir serrer un peu l'exécution du budget et faire un peu d'économie. Mais dire que cela va contribuer à ce que l'État puisse organiser des élections parce que l'État est en train de chercher des moyens, en train de mobiliser les moyens pour pouvoir organiser les élections en fin 2024. Mais là, ça craint. Ça craint parce que là, je pense que les militaires sont en train de chercher d'autres raisons pour pouvoir retarder. Parce que parce que, mais à la fin, ils diront qu'ils n'ont pas les moyens. Malgré ces différences, mais les gens vont dire ils sont soucieux de pouvoir mobiliser les moyens pour organiser les élections, donc ils sont soucieux de tenir dans le délai, mais à la fin on sera surpris que les militaires vont sortir et vont dire vous savez, entre-temps nous avons dit telle chose, l'État n'est pas en mesure à lui seul de pouvoir réunir les moyens nécessaires pour pouvoir organiser le scrutin présidentiel qui est prévu en fin 2024, et donc il y aura un glissement de calendrier. Donc aujourd'hui l'opposition guinéenne doit pouvoir être sur son qui-vive et veiller à ce que ce qui a été convenu, comment ils ont appelé ça quand ils ont les assises nationales, ce qui a été convenu comme délai de transition, mais puisqu'il y a un comité qui est censé suivre un peu les différentes actions qui ont été définies, mais que le délai soit respecté, que les gens ne viennent pas dire que non, c'est parce que l'État n'a pas été en mesure de mobiliser les moyens nécessaires. Là, on va récaler l'élection présidentielle de peut-être de 6 mois ou même d'un an. Parce que on en a vu par le passé dans d'autres pays, même si ces pays ne connaissaient pas de transition. Ce fut le cas par exemple en RDC Congo, où les dirigeants au pouvoir ont repoussé la présidentielle. C'est devenu une coutume sur notre continent et nous devons être prêts à défendre comment l'appelle-t-on, le délai qui a été convenu au préalable avant la... Il est inconcevable. Moi, je le dis toujours, c'est ma position. Il est inconcevable que les militaires s'éternisent au pouvoir. Il est inconcevable que les militaires exercent le pouvoir. Je pense que nos constitutions sont claires là-dessus. Si vous êtes un militaire, vous avez envie d'exercer le pouvoir, mais vous démissionnez de votre fonction de militaire, vous venez, vous êtes sur le même pied d'égalité qu'un civil, vous allez à la conquête donc du pouvoir, mais comment l'appelle-t-on? Dès que vous avez le pouvoir, mais vous l'exercez en tant que tel. Il est inadmissible que vous puissiez trouver des artifices. C'est antidémocratique. Ça ne fait pas avancer nos pays et c'est ce que les militaires sont en train de faire. Ils sont en train de trouver les artifices. Mais rassurez-vous, demain, ils vont encore sortir un autre argument. Après, demain, il y aura un autre argument. Et à la fin, en fin 2024, nous n'aurons pas les élections. Est-ce que vous ne les jugez pas trop tôt? Les messieurs disent on veut contrôler les sorties et les entrées des ministres. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut une volonté d'organiser les élections? Vous avez vu ce qui se passe au Mali? Vous avez vu? Ça, c'est un exemple palpable. Le Mali n'a pas interdit. Mais pendant ce temps-là, mais ils n'ont pas interdit, mais ils disent que, mais puisque l'État n'est pas capable de pouvoir contrôler l'intégralité du territoire, mais ils disent que c'est un argument pour ne pas organiser les élections. Pourtant, mais dans cette période-là, ces militaires ont organisé le référendum pour adopter une constitution qui s'adapte véritablement à leurs ambitions politiques et tout ça là. Mais ces militaires-là sont sortis après dire qu'en réalité,
voilà telle chose, voilà ceci, voilà cela, nous n'avons pas la maîtrise de la totalité, donc on va faire un certain décalage donc du calendrier pour pouvoir organiser. Mais ces gens-là, ils sont arrivés au pouvoir de façon inattendue. Ils sont surpris de se retrouver au pouvoir et là, ils ont pris goût de ce pouvoir-là et ils ont du mal à partir. Les affaires étrangères l'assurait tout récemment sur nos plateaux que c'était juste un petit glissement de calendrier et tout va entrer en ordre, tout comme pour les référendums. Qu'est-ce qu'ils appellent de petits glissements? Qu'est-ce qu'ils appellent? Mais un démocrate, c'est celui qui respecte la parole donnée. Si vous avez tenu la parole de faire une transition de 3 ans, mais vous devez, en tant que... Si vous êtes vraiment animé d'une réelle volonté de faire changer ou de changer des choses, puisque vous avez reproché la gouvernance précédente d'un certain nombre de manquements, d'un certain nombre d'irrégularités, mais vous êtes venu pour régler le problème. Donc si vous êtes venu pour régler le problème, il est important que vous fassiez de votre nécessaire pour tenir dans le délai. Puisqu'un démocrate, c'est celui qui tient la parole donnée. Et là, les militaires n'aspirent pas de confiance véritablement. Ça veut dire que ce qu'ils disaient par le passé et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Et ça ne renforce pas véritablement la démocratie que nous sommes en train de construire. Et comme moi je le pense, il n'y a pas une démocratie à l'africaine. Il n'y a pas une démocratie à l'africaine. Soit vous choisissez le modèle démocratique, vous l'appliquez, puisque vous êtes doté d'une loi fondamentale, vous avez des lois, vous avez des institutions, mais qu'est-ce qu'ils appellent pas démocratie à l'africaine? On va revenir au cas de la Guinée, parce que là, on est en train de finalement toucher tous les autres pays, et je vous repose la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de les juger trop tôt? Parce que là, la transition en Guinée devrait finir normalement en janvier 2025. Est-ce que là... Non, les élections sont censées être organisées en fin 2024. Oui, justement, fin 2024, on devait aller aux élections. Mais est-ce que là, nous sommes toujours en octobre 2023, on dit que les ministres, ils n'ont qu'à recontrôler un peu leur départ et leur arrivée. Est-ce qu'on n'est pas trop en train de les juger pour une intention d'élection qu'on ne voudrait pas organiser fin 2024? Ça, c'est pas nouveau. S'ils voulaient régler ce problème, il y a longtemps qu'ils allaient le faire. Ils sont au pouvoir depuis 3 ans. Et c'est à la fin de ce délai de transition qu'ils trouvent. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mais c'est pourquoi j'alerte l'opposition guinéenne à rester sur son qui-vive, à veiller à ce que ces messieurs qui sont au pouvoir respectent le délai. Parce qu'on sera surpris et on va se donner rendez-vous, mais ils vont encore sortir d'autres éléments pour dire que ils ont déjà commencé pour dire qu'ils ont du mal à mobiliser les ressources. Ils trouveront encore un autre élément et ils vont retarder les élections minimum d'1 an. Donc les élections pourront se tenir en Guinée en 2025. En tout cas, nous reviendrons tout à l'heure à vous pour la suite de cette discussion. Mais bien avant, Germain Pouli, la primature a annoncé qu'il y aura un retrait des documents de voyage des ministres. Donc, c'est tous les membres du gouvernement qui sont concernés. Et donc, documents de voyage qui leur seront retirés dans le but de recentrer les efforts sur l'administration publique, la qualité du service offert par l'administration publique. Mais quelques jours plus tôt, Média Guinée informait que cela se ferait et que c'était sur ordre du colonel Doumbouya qui, dans une visée d'organisation des élections à la fin de la transition, serait pas très content des voyages aussi colossaux que font ces ministres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et donc il aurait donné l'ordre au Premier ministre pour retirer ses passeports. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette situation de retrait des passeports et des documents de voyage aux ministres en Guinée? Oui, je pense que dans un état normal, quand un ministre se déplace, le chef du gouvernement ou le président de la République doit être au courant. Et si on en vient à retirer le passeport, c'est que véritablement on ne maîtrise pas les mouvements des ministres. C'est-à-dire que c'est à titre préventif qu'on récupère le passeport pour qu'il n'ait pas à voyager. Mais en temps normal, il peut garder son passeport et quand il voyage, il doit avoir l'autorisation du chef du gouvernement, du président de la République. Et donc, on n'a pas besoin, en réalité, de récupérer ces passeports-là. Donc, quand on récupère les passeports, ça laisse imaginer qu'il y a une situation de désordre et que l'État n'a pas un véritable contrôle sur les sorties et les entrées des ministres en Guinée. Et maintenant, si tel est que je ne me trompe pas sur cette analyse, à partir de cette base-là, je peux dire que le gouvernement guinéen fait bien
de retirer ces passeports-là et de mettre de l'ordre donc dans les ordres de mission pour les voyages, de mettre de l'ordre dans les procédures d'obtention de visa et puis d'accueil des ministres à l'aéroport. Après, l'argument que le journal avance qui voudrait justifier donc cette mesure-là en disant que c'est pour faire des bénéfices et pouvoir organiser des économies, j'allais dire, par des bénéfices pour pouvoir organiser l'élection. Je pense que c'est à ce moment, peut-être que Samir a raison, parce que il se dit, bon, peut-être à la fin, on dira, finalement, on n'a pas pu mobiliser assez d'argent malgré toutes ces mesures-là. Mais au-delà de ce procès-là, je pense aussi qu'il est trop tôt de le faire. Il faut peut-être savoir apprécier cette mesure-là à sa juste valeur, parce que ça voudrait dire qu'en Guinée, les ministres voyagent un peu trop et ça représente un coût élevé pour le budget de l'État et que l'État veut maîtriser le voyage des ministres. Ce n'est pas la première mesure que le colonel Doumbia prend quand on a vu un peu tout ce qu'il a eu donc à faire dès le début en termes d'occupation du domaine de l'État par certains hauts fonctionnaires et certains cadres dans l'administration. Quand on voit aussi le recensement qui a été fait dans l'administration là pour essayer d'épurer les fichiers et exclure les fonctionnaires fictifs et tout ça. Donc c'est quand même une opération de nettoyage qui est en train de se faire en profondeur au sein de l'administration guinéenne. Certains apprécient. D'autres pensent qu'au contraire, le colonel prend des mesures populistes qui le rendent un peu populaire et qui voudrait qu'il demande encore plus de temps à la transition pour mettre de l'ordre donc dans le pays. Mais au-delà de cela, je pense quand même que si dans un pays, les dirigeants se rendent compte que le coût des voyages des ministres est très élevé, que pèse réellement sur le budget. Donc c'est tout à fait normal que ce soit réglementé. Et quand vous êtes dans le bas peuple, je crois que ça fait plaisir. C'est là où je parlais des mesures populistes, parce que l'ambition c'est de séduire les populations, se dire mais voilà, il met de l'ordre, même ses propres ministres, il a retiré leur passeport et il n'a pas envie qu'ils bougent. Un peu comme avant, il veut faire des économies pour l'État. En même temps, on peut apprécier, même si derrière on lui prête des intentions. Maintenant, quelle est la durée du retrait de ces passeports-là? Parce que si en passant, un ministre doit sortir du pays pour une mission importante pour le pays, il va récupérer son passeport, ou on attend de réformer les services publics avant de permettre aux ministres de voyager. Je pense que si la Guinée estime que c'est un voyage important et que ce ministre devrait aller représenter le pays, il n'y aura pas de raison à ce qu'on ne lui retourne pas son passeport. Donc c'est cela où je déplorais dès le départ. Je suis parti sur cette base. En temps normal, le Premier ministre aurait pu simplement interdire aux ministres de ne pas sortir sans une raison valable. Juste une note comme ça aurait suffi que de ramasser des passeports. Pour vous, le fait de ramasser les passeports, ça pose problème? Oui, c'est comme on infantilise un peu les ministres, qui sont quand même des autorités. On peut leur dire simplement, mais éviter les voyages. C'est interdit de voyager sans une raison valable. Et si vous avez un tel voyage, vous vous expliquez auprès du chef du gouvernement, du président. Mais maintenant, quand on vous retire votre passeport, c'est comme si vous l'aviez, vous allez mal l'utiliser. C'est comme un enfant à qui on retire quand même un jouet. Entre-temps, on dit, mais on te le donnera à telle condition. Et donc, c'est un peu gênant, mais je comprends aussi que si, parce que je ne connais pas l'ampleur des dégâts sur le budget guinéen, je ne sais pas à quelle taille ça pèse énormément sur le budget, mais si le colonel Doumbia et son gouvernement se rendent compte véritablement que les sorties des ministres, ça fait beaucoup de milliards. Enfin, quand on parle de Guinée, on va parler de centaines ou de milliers de milliards de francs guinéens. En ce moment, donc, c'est tout à fait normal que cette mesure-là, assez draconienne,
qui infantilise un peu les membres du gouvernement soient prises et on comprend bien. Mais je pense qu'au sein de la population, c'est une décision qui doit être très appréciée. On va se dire, ben voilà, au sein même du gouvernement, on met de l'ordre, on a retiré les passeports et donc voilà. Alors, vous pensez aussi qu'à cette allure, on pourrait se servir de ce fait pour ne pas organiser les élections à temps et se dire que c'est parce que malgré le retrait des passeports, on n'a pas pu rassembler les fonds nécessaires pour organiser les élections? Non, je ne crois pas. Je pense, comme je l'ai dit, que c'est une mesure populiste. Le colonel Doumbouya veut se faire passer pour quelqu'un qui veut mettre de l'ordre en Guinée. Et il met de l'ordre en bas comme en haut. Donc il passe le message, c'est un message politique et ça donne envie de dire, mais on n'a qu'à le laisser continuer. Moi, je vois ça comme ça. Mais après, je ne vois pas un grand effet par rapport à cette décision parce qu'on n'avait pas besoin d'aller jusque-là. On peut prendre le temps qu'il faut, si c'est une semaine qu'il faut pour revoir les textes régissant les formalités de sortie des ministres. On le fait en une semaine, on informe les membres du gouvernement, désormais voilà, ce sont telles mesures qui sont prises. Mais ça reste un message politique destiné à la population, destiné à séduire la population. C'est un peu comme ça que moi je lis cette mesure-là. Sinon, c'est un peu de la poudre aux yeux. Après, ce n'est pas seulement en limitant les voyages qu'on va forcément réunir les milliards qu'il faut pour organiser les élections. On peut simplement dire, comme Samir le disait en RDC pendant longtemps, Kabila le disait, le pays n'avait pas d'argent, malgré toute la richesse de ce pays-là, la Guinée aussi, qui est un pays minier. On pourrait dire qu'il n'a pas d'argent, et comparé à un autre pays, un petit pays comme le Togo, qui depuis plus de 10 ans organise déjà des élections sur fonds propres. Donc je crois que les autres pays devraient passer à cette étape. Donc si Doumbouya veut organiser les élections dans les délais, il va s'arranger pour trouver les moyens, même s'il faut faire un prêt pour organiser les élections, le faire. S'il faut appeler l'aide aux partenaires, généralement l'Union européenne, le PNUD, un certain nombre de partenaires, il peut le faire, mais c'est toujours bien que le pays finance lui-même ses élections. Et je ne crois pas que ça va être l'argument qu'il va mettre en avant. Il peut bien mettre les moyens financiers en avant comme tout autre argument, mais cette mesure de retrait des passeports, moi je pense que c'est une mesure simplement populiste. C'est pour dire, voilà, quelqu'un qui vient mettre de l'ordre, y compris même au sein du gouvernement. Alors Samir, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est la principale raison? Montrer aux gens que quand on s'est vu de l'autre côté, parce que depuis l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya, il y a plusieurs leaders politiques qui sont aujourd'hui poursuivis pour leur mauvaise gestion, à qui on a retiré des choses parce qu'ils ont mal géré l'argent de l'État. Ce n'est pas une manière de montrer que même les gens de notre gouvernement sont surveillés et qu'ils ne peuvent pas même voyager n'importe comment? Sauf que demain, quand M. Doumbouya ne sera pas au pouvoir, il sera poursuivi également. Bien sûr. Oui, sauf que demain, quand il ne sera pas là, il sera poursuivi. Il en est bien conscient, parce que, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez des militaires au pouvoir qui n'autorisent pas ou qui n'admettent pas ne serait-ce qu'une seule contradiction. C'est-à-dire que les militaires au pouvoir en Guinée Est-ce veulent... dire que nous poursuivons tous ceux qui ont commis des crimes économiques et que nous disons à nos ministres ne voyagez pas n'importe comment, d'ailleurs on retire vos passeports? Est-ce dire qu'on n'autorise pas les contradictions? Mais on n'autorise pas les contradictions parce que vous avez vu des mesures qu'il a prises depuis le début. Ce sont des mesures impopulaires. Ce sont des mesures impopulaires parce que quand une personne a servi l'État et que l'État lui a mis dans des situations... comment je vais dire ça, dans des privilèges. Et à un moment donné, la personne s'est conformée pour que la propriété qui a été mise à sa disposition par l'État devienne sa propriété. Et à un moment donné, quand vous arrivez au pouvoir, vous contestez la légalité du document qui prouve la propriété de la personne. Encore faut-il prouver la légalité justement du document. Attendez que je finisse. Quand vous contestez la légalité de ce document-là, mais vous allez en procès et que la personne va vous apporter les justificatifs nécessaires. Mais là, vous passez en force, vous rasez tous les domaines de ces personnes-là, vous lancez une chasse oui, mais il est en train de comment l'appelle-t-on? Il est en train de neutraliser tous ceux qui peuvent être, comment je vais dire ça, un obstacle à ce qu'il puisse s'éterniser au pouvoir. Le monsieur est en train de prendre des mesures pour pouvoir, à un moment donné, s'il
il trouve l'ambition de pouvoir conquérir et d'exercer le pouvoir pour encore un temps donné, de pouvoir le faire sans pouvoir être dérangé, tout ça là. Donc cette mesure qui est annoncée, c'est pour dire en réalité, vous savez, ce qui a été fait par le passé, par le régime précédent, ben nous sommes venus pour mettre de l'ordre. Voilà, vous voyez, même l'administration que je dirige aujourd'hui, le gouvernement qui est sous mes ordres, eux aussi doivent pouvoir se plier à un certain nombre, doivent pouvoir se soumettre à un certain nombre d'exigences d'efficacité, de gestion des finances publiques. Mais sauf que M. Doumbia, s'il vraiment il était animé d'une certaine intention réelle, mais ils sont au pouvoir depuis combien de temps? Depuis bientôt 3 ans, si j'ai bonne mémoire, depuis bientôt 3 ans. Mais ce n'est pas à 1 an de la fin de votre mandat que vous trouvez que le train de l'État est si le taux du train du train de l'État est si élevé et que vous annoncez une mesure quelconque. Non, je pense qu'il est en train de la version officielle, ce n'est pas à cause des élections. Je le dis, c'est Média Guinée qui a publié cela. Il faut pas le prendre pour mais la version officielle. De toute façon, cette mesure là va permettre à ce que l'État puisse faire une certaine économie par rapport aux deniers publics. Alors, on est d'accord sur ce principe. L'État va pouvoir faire une économie. Mais c'est une bonne chose. Sauf que ça vient tardivement. Ça vient tardivement et ça donne l'opportunité à ceux qui pensent qu'ils trouvent des artifices, qu'ils trouvent des arguments, peut-être pour pouvoir justifier. Je n'en sais pas, je n'en sais rien véritablement, pour pouvoir justifier donc, comme l'ont dit les militaires au pouvoir au Mali, c'est un petit décalage du calendrier. Donc lui aussi va trouver un argument ou des arguments pour pouvoir justifier donc un petit décalage du calendrier de 6 mois, d'1 an, on ne sait pas. Et il va trouver encore des arguments et vous allez voir, les gens vont commencer par marcher dans les rues de Conakry, dans les rues des autres villes de Conakry pour dire qu'en réalité, l'homme de la situation, c'est le président Doumbia. Lui aussi, il va se retrouver à un certain niveau donné. Donc, quand vous arrivez à un niveau donné du pouvoir, vous oubliez que vous êtes un être humain, que vous devez d'abord vous asseoir, réfléchir sur ce qui est bien, d'abord pour vous, et ensuite pour voir est-ce que le choix que vous allez prendre n'aura pas une incidence sur la marche démocratique que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup Samir. Germain, un dernier mot, pensez-vous aussi qu'il y ait des visées électoralistes ou de s'éterniser au pouvoir dans cette mesure? Oui, tout à fait, parce que comme je le disais, c'est un peu le populisme. Hein. C'est vrai qu'il y a une efficacité, il y a une rigueur qu'on ne peut pas dénier. Quand on prend des décisions comme ça, il y a un certain courage de vouloir changer les choses. Mais après, qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement? C'est qu'on dise, mais c'est lui qui est en train de mettre de l'ordre, il faut le laisser continuer. Est-ce que c'est une mauvaise chose de laisser même un bon s'il nom? est militaire. Est-ce que c'est une mauvaise chose de laisser un nom excellent à la génération qui suit? Oui, bon, actuellement, c'est un peu ça le dilemme dans lequel se trouvent les opinions en Afrique. Vous avez des gens qui se disent, ben bon, on s'en fout de la démocratie. Un militaire peut venir, s'il met de l'ordre, c'est bon. Et d'autres qui disent non, un militaire ne peut pas capter le pouvoir par la force comme ça et venir diriger facilement avec les excès parfois qu'on connaît d'un militaire, avec les risques qu'il n'y ait plus de liberté. Vous avez vu en Guinée, pas plus tard qu'hier. Alors que dites-vous, un militaire qu'il vienne, s'il gère bien, c'est bon, ou bien il ne faut même pas qu'il vienne, même s'il pourra bien gérer? Oui, non, s'il vient, il vient en civil, en fait. Un militaire, c'est avant tout un civil. Est-ce le titre ou la gestion qui pose problème? Non, la fonction même n'est pas compatible avec l'exercice du pouvoir. Même si elle pourrait permettre de bien gérer? Soit vous prenez le pouvoir par force, vous gérez, soit vous devez aller aux élections et vous cessez d'être militaire avant d'aller aux élections. C'est clair, les lois sont claires. Maintenant, les gens ont envie d'être militaires et d'exercer une fonction qui n'est pas compatible, où on ne passe pas par les urnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains ont besoin de l'ordre dans certains pays, ils encouragent les coups d'État ou ils tolèrent les coups d'État. Mais dans 5 ans, 10 ans, quand ces militaires feront 10 ans, 15 ans, 20 ans, les mêmes qui applaudissaient seront dans les rues pour réclamer leur démission. Merci. Pour dire que la démocratie est morte, pour dire qu'il n'y a plus de liberté, pour dire qu'il y a des excès, ces mêmes militaires ne dirigeraient plus bien. Mais je pense que les militaires, ce n'est pas interdit. Ils peuvent, s'ils gèrent bien la transition,
il marque des points et il peut démissionner de l'armée et revenir après, être Germain. candidat et diriger la Guinée. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.